Longbottom. Spoil! That was bloody brilliant. Oh, thank you for that assessment, Mr. Weasley. Weasley with you. He looks far too happy. To be out of bed, you blithering idiot. Several things I would like to say. Do nothing. Offer him up as bait. Hogwarts is threatened. Man the boundaries, protect us. Do your duty to our school. À regarder après minuit. Salutations, moi c'est Sahara, bienvenue sur ma chaîne. Alors je te préviens d'un tout petit truc avant de commencer. Je sais pas pourquoi, mais pendant l'écriture de ce script, j'avais du mal à enregistrer le prénom Oliver. Dans ma tête, c'était Olivier, donc c'est possible que je fasse cette erreur sans le vouloir, de dire Olivier plutôt que Oliver, désolé par avance. L'affaire du jour nous emmène à Hamilton, dans la province de l'Ontario, au Canada. Nichée entre le lac Ontario et les spectaculaires chutes du Niagara, la ville d'Hamilton a un passé industriel très important. Mais au-delà de ses usines et de ses cheminées, Hamilton est une beauté de la nature avec notamment plus de 100 cascades, ce qui en fait une destination pour les amateurs de plein air. On se rend plus précisément dans le quartier de Stoney Creek, situé à l'est de la ville. Stoney Creek, c'est une combinaison de paysages urbains, résidentiels et ruraux. Sa proximité avec des zones industrielles et des centres d'affaires d'Hamilton permet une économie locale dynamique et de nombreuses petites entreprises s'y installent. Le 28 février 2021, dans le quartier paisible de Stoney Creek, la journée commence comme une journée d'hiver normale. Les rues sont légèrement enneigées et plutôt calmes. Oliver Carafa et sa petite amie Yoon-Loo Lee ont rendez-vous avec leur ami et associé Tyler Pratt et sa petite amie Jordine Romano. Les deux couples se connaissent depuis environ 4 mois. Leur histoire commence quand Tyler investit dans une entreprise qui appartient à Oliver, et de là ils deviennent aussi très bons amis. Les deux hommes se parlent presque tous les jours. Tyler va même offrir à Oliver un collier de diamants pour son anniversaire. Les deux couples prévoient même de partir ensemble en vacances en Italie au mois de juin de cette année-là, donc 2021. Et ce 28 février, ils doivent se retrouver tous les quatre pour visiter un local. Oliver est sur un nouveau plan, il propose à Tyler de créer ensemble une entreprise. Ils iront ensuite débriefer et dîner dans le restaurant UP Soto Soto de Oakville, à 30 minutes de route. Avant d'en arriver aux faits, qui sont nos personnages principaux? Et on commence avec Oliver. Oliver Carafa naît en 1993 en Slovaquie. Sa famille s'expatrie au Canada en 2001, d'abord à Windsor, puis il s'installe à Toronto. Oliver grandit dans une famille assez stable, marquée par des attentes élevées en matière de réussite sociale et financière. Oliver fréquente des écoles privées, il a de très bons résultats en sport, en mathématiques et en économie. Après le lycée, il poursuit des études en commerce, mais il abandonne rapidement pour se lancer dans l'entrepreneuriat. À 18 ans, malgré son jeune âge, Oliver ouvre une première entreprise de construction, un secteur où il espère prospérer comme son père, lui-même entrepreneur dans ce domaine. Il ouvre dans les années qui suivent une série d'entreprises, certaines vont réussir, d'autres moins, toujours dans les domaines de la construction, mais aussi de l'immobilier et du commerce. Oliver investit dans des biens immobiliers, il participe au développement de projets résidentiels ou commerciaux et il fait aussi du dropshipping. En 2014, Oliver a 19 ans quand il est impliqué dans un accident de voiture. Ce jour-là, il prend le volant, il est ivre, il n'écoute pas ses amis qui tentent de l'en dissuader, il a bien plus d'alcool dans le sang que la limite légale et il conduit bien trop vite. Malheureusement, Oliver perd le contrôle de son véhicule, ce qui cause un terrible accident. Son ami et passager, David Chung, 19 ans lui aussi, est éjecté du véhicule, il percute un lampadaire tête la première, il meurt sur place. Oliver est reconnu coupable de conduite dangereuse ayant causé la mort, mais comme il n'a pas de casier judiciaire et qu'il est soutenu par les témoignages de membres de sa famille et de ses amis, il s'en tire avec une peine clémente, 5 ans de prison, et il n'a pas le droit de conduire pendant les 15 prochaines années. En 2015, après 2 ans d'incarcération, Oliver demande une libération conditionnelle. Elle lui est refusée au motif que ses comportements pendant son incarcération le présentent comme un jeune homme qui se sent au-dessus de la loi. La commission explique: Oliver semble être une personne qui croit que les règles établies pour la société sont faites pour les autres, mais pas pour lui. Oliver fait appel de cette décision de rejet, mais l'appel est aussi refusé. Il sera quand même placé en liberté conditionnelle en août 2017. Il sort donc de prison à l'âge de 24 ans. Il travaille alors comme gérant d'un café en attendant de reprendre le cours de sa vie d'entrepreneur.
Rapidement, il remet le pied à l'étrier et il crée de nouvelles entreprises. Ces entreprises, elles touchent vraiment à tout, de l'exportation de voitures à la location de studios pour filmer des publicités sur les réseaux sociaux, en passant par la vente de couvertures lestées. Au passage, si t'as jamais essayé, je te recommande une couverture lestée, c'est censé reproduire la sensation de bien-être quand tu étais bébé dans le ventre de ta mère. C'est censé procurer un meilleur sommeil, donc c'est pas moi qui le dis, c'est la science. D'après certaines études, ça atténue l'anxiété, les troubles du sommeil, et ça aide même les personnes qui souffrent de TDAH et qui sont dans le spectre de l'autisme. Je te laisse te renseigner plus en détail sur la question, si tu le souhaites, et de mon côté, je passe à Yoon Loo Lee, la petite amie d'Oliver. Yoon Loo Lee, connue sous le nom de Lucy Lee, naît en 1995 à Shenzhen, une ville au nord de Hong Kong. Elle a 2 sœurs et toutes les 3 sont triplées. Quand les filles sont petites, les parents quittent la Chine pour s'installer au Canada, mais ils n'emmènent pas les triplés avec eux. Les fillettes restent avec un membre de leur famille en attendant de pouvoir rejoindre leurs parents. Elles arrivent à Toronto à l'âge de 7 ans. Au Canada, la famille s'est agrandie et les filles ont maintenant une petite sœur et un petit frère. Les parents vont vraiment prospérer dans le pays du sirop d'érable. Le père monte une auto-école pour la communauté chinoise et la mère y travaille. Elle développe en parallèle une entreprise de gestion de patrimoine qui décolle quelques années plus tard. Respond International devient une grande institution financière à destination des Canadiens d'origine chinoise et Hongwei Liao, dite Winnie, la mère de Lucy, devient elle-même une femme d'affaires de premier plan. On la voit ici avec Justin Trudeau, Premier ministre du Canada depuis 2015. Lucy grandit donc dans un environnement aisé. L'arrivée au Canada n'est pas un moment facile pour elle qui doit apprendre à l'âge de 7 ans une nouvelle langue, puisque sa langue maternelle, c'est le mandarin. Ses premières années à l'école sont donc un peu complexes et elle a besoin de temps avant de se sentir à l'aise, mais elle y parvient et ses résultats s'améliorent. Winnie encourage tous ses enfants à poursuivre leurs études supérieures, idéalement dans le commerce. Winnie a une technique bien à elle pour inciter ses enfants à travailler. Elle promet d'acheter une voiture au premier des 5 qui obtient une licence pour vendre des assurances vie et pour donc rejoindre ses équipes. Et c'est Lucy qui obtiendra sa licence en premier et donc la voiture. Elle termine ses études à l'Université métropolitaine de Toronto tout en travaillant à côté pour des compagnies d'assurance. Lucy a 23 ans à ce moment-là et elle vit vraiment comme une reine. Elle a 5 000 $ canadiens mensuels qui lui sont payés par sa mère et elle tient une page Instagram avec ses triplés, page grâce à laquelle elle gagne entre 500 et 1000 $ par publication, hein, pas par mois. Et c'est là qu'Olivier fait son entrée, Oliver, ou plutôt son retour, puisqu'en effet, Oliver et Lucy se rencontrent pour la première fois au collège. On ne sait pas exactement quel âge, on sait juste qu'ils sont au collège. Oliver est un mec plutôt cool, populaire, il est plus âgé que Lucy de 2 ans. Avec son appareil et sa frange, Lucy, elle est pas vraiment populaire, elle le regarde avec des grands yeux remplis d'amour. Ils sortent ensemble un moment, ça va durer quelques semaines, mais Oliver en veut plus, il veut des relations sexuelles, Lucy n'est pas prête. Oliver couche alors avec une amie de Lucy et c'est la fin de leur relation. Red flag, en veux-tu, en voilà. Quand elle a 23 ans et qu'elle devient une bombe atomique, Oliver, qui a donc 25 ans, tombe sur la page Instagram des sœurs triplées, puis en stalkant un peu, il trouve la page personnelle de Lucy. Il lui envoie un MP, elle répond, ils échangent quelques messages et ils se donnent rapidement rendez-vous pour se retrouver après toutes ces années. Ils se re-rencontrent et ils tombent fous amoureux l'un de l'autre. Leur relation évolue très vite, dès le 2e rendez-vous, Lucy emménage chez Oliver. Pour aller vite, ça va vite. Ils se découvrent des intérêts communs, richesse, succès, ils ont des rêves de grandeur et ils imaginent ensemble une vie dans le luxe. Ils louent un duplex au 18 Erskine Avenue à Toronto, et comme Oliver n'a toujours pas le droit de conduire, Lucy l'accompagne partout, y compris à ses réunions d'affaires. Le couple devient un vrai binôme fusionnel, leur relation personnelle devient également une relation professionnelle. Lucy est à la fois la partenaire amoureuse et aussi l'associée d'Oliver. Oliver a une influence importante sur elle et il n'a pas que de bonnes idées de business. Il a de bonnes idées pour faire de l'argent, mais c'est pas toujours très légal. Le couple investit dans des entreprises de plus en plus douteuses. Il voyage beaucoup, notamment en Europe, pour les affaires d'Oliver et aussi pour y voir sa famille. Au printemps 2020, environ 2 mois après le début de la pandémie de Covid-19, le couple tourne en rond et s'ennuie. Oliver propose de retourner en Europe, ils achètent des billets pour Zurich, mais lorsqu'ils arrivent à l'aéroport, Oliver, qui a la double nationalité canadienne et slovaque, est autorisé à embarquer, mais pas Lucy. Sur le conseil du personnel de l'aéroport, ils sortent de la queue, ils se connectent avec un officiant sur Zoom et ils se marient. Mariage express. Ils prennent ensuite l'avion direction l'Europe et ils y passent plusieurs mois jusqu'à l'été. Tyler Pratt, l'ami et associé dont je parlais au début, de son côté, il naît en 1982
en Colombie-Britannique. Il grandit dans une famille nombreuse et aimante de classe moyenne. Il évolue dans un environnement stable où il est encouragé à poursuivre ses rêves. Son père travaille dans l'immobilier, Tyler se fascine pour le secteur et il finit par y entreprendre lui aussi. À 39 ans, Tyler est un travailleur acharné, il développe et gère plusieurs entreprises, dont par exemple une société de vente de diamants appelée Hard as Diamonds, aussi dur que le diamant. Mais il gagne la majeure partie de son argent en vendant de la cocaïne. Tyler, c'est pas un trafiquant de rue, c'est un gros poisson, il gère les affaires par téléphone. Il s'occupe plus de l'import-export que de la vente au détail. Il peut lui arriver de gagner 1 million de dollars en une journée, même si ça reste relativement rare. En 2020, il a de l'argent qu'il veut investir, et le but de la manœuvre, c'est de s'éloigner du monde de la drogue, et pour cause, ça fait 1 an qu'il est en couple avec Jordine Romano, une femme de 24 ans qui, elle aussi, vient de la Colombie-Britannique. Link, je peux travailler, s'il te plaît? Merci. Au moment où Tyler et Jordine se rencontrent, elle travaille en tant que danseuse exotique, ils se fréquentent pendant 6 mois, les choses deviennent vite sérieuses, elle arrête de travailler quand il lui propose de s'occuper de tout sur le plan financier, logement, sorties, sac à main de luxe, chaussures de luxe, voyages, etc. Tyler veut donc investir dans des projets légaux, il veut devenir un homme d'affaires légitime. Jordine et lui veulent fonder une famille, et d'ailleurs, Jordine, elle est enceinte. Ils emménagent à Toronto pour changer d'air et y démarrer leur nouvelle vie. Tyler et Oliver se rencontrent en 2020, présentés par un ami commun. Tyler investit 470 000 $ dans une entreprise d'Oliver qui est basée en Europe, entreprise qui vend des équipements de protection individuelle, gants, masques, etc. Oliver promet de gros bénéfices, mais Tyler n'a pas encore vu 1 centime de ce retour sur investissement, et Oliver est embêté. Il soutient que l'argent est bloqué en Europe, mais il a une idée pour bouger les fonds. Il promet que 3 millions de dollars vont leur arriver rapidement. Le 28 février 2021, Oliver et Tyler doivent donc se rencontrer pour discuter business. Tyler veut parler de son retour sur investissement rapidement parce qu'il a lui-même des problèmes de trésorerie. Une cargaison de cocaïne qui lui appartient est saisie à la frontière et ça le met un peu dans le caca. Les 2 ordres du jour sont donc cette histoire de remboursement et ce dont je parlais en début de vidéo, la visite d'un local pour y installer ensemble une entreprise de culture légale de cannabis. Le rendez-vous est donné à Stony Creek, devant le 347 Arvin Avenue, un entrepôt de la zone industrielle. L'entreprise Colonial Pillars, qui y est actuellement installée, est fermée pour le week-end, et on peut voir un panneau « À vendre » devant la propriété. À 17h21, Olivier envoie un message à Tyler sur l'application de messagerie cryptée Signal pour prévenir qu'ils arrivent sur place dans 10 minutes. 2 minutes après avoir reçu le message, Tyler et Jordine arrivent à bord de leur Range Rover, les 4 amis se retrouvent, salam alaikum, mais il manque l'agent immobilier, Michael, qui doit leur faire visiter le local. Il n'est pas là, ou du moins pas encore, donc ils l'attendent tous en dehors du bâtiment, dans le froid. Bon, je rappelle qu'on est en février et c'est le Canada. Jordine, qui est enceinte, elle est frigorifiée, donc elle retourne s'asseoir dans le Range Rover. Lucy la rejoint pendant que leurs mecs discutent tous les deux. Dehors, Oliver semble chercher une solution, mais il sait déjà comment cette rencontre va se terminer. Tyler, lui, n'a aucune idée du piège qui l'attend. Oliver n'a pas l'argent pour les rembourser, et il ne veut pas non plus installer une plantation de cannabis légale, ni faire d'autres affaires avec le couple. Lucy, dans la voiture, elle ne regarde même pas Jordine, elle envoie message sur message, pas savoir à qui, elle ne s'adresse même pas à son amie, elle lui adresse pas un mot. Ensuite, elle sort de la voiture, et Jordine se dit que c'est étrange, mais elle se dit que peut-être Lucy, elle est pas dans son assiette. Jordine se glisse alors sur le siège conducteur, et elle s'aperçoit que la fenêtre est ouverte. Elle essaie de la refermer, mais quand elle lève les yeux, elle voit Oliver, debout, de l'autre côté. Il a le visage blême, une expression terrifiante dans les yeux. Il pointe une arme sur Jordine et il lui dit « Sors de là, Joe ». 3 détonations résonnent, Jordine enclenche la marche arrière et recule à toute vitesse jusqu'à ce qu'elle percute le mur de l'entrepôt. Elle est touchée au cœur par l'une des balles. Elle entend Tyler dire « C'est quoi ce bordel, mec ?» Ensuite, d'autres coups de feu, 6 au total, des coups de feu tirés à bout portant qui ne laissent à Tyler aucune chance de se défendre ou de fuir. Tyler est touché au bras, à la nuque, au menton et à la poitrine. Les blessures sont fatales, il se vide de son sang. Oliver marche ensuite vers le Range Rover dans lequel se trouve Jordine. Il la sort, il la traîne hors de la voiture sur le sol glacé, et pendant ce déplacement, elle perd l'une de ses cuissardes
Christian Louboutin, Jordine, enceinte, est laissée pour morte sur le parking de l'entrepôt. En quelques minutes, ce plan macabre prend fin. Mais miraculeusement, Jordine est encore en vie. Malgré la douleur et le choc, elle parvient à fuir les lieux. Oliver et Lucy font le tour du quartier pour vérifier que personne n'a entendu les coups de feu. Quand ils retournent à l'entrepôt, ils s'aperçoivent que Jordine n'est plus là. Et c'est la panique. Si Jordine est en vie, elle peut très clairement les identifier. Ils sont dans la merde. Ils montent à bord du Range Rover de Jordine, ils avaient prévu de le voler de toute façon, mais ça on le saura plus tard. Oliver et Lucy vont arpenter les rues du quartier à sa recherche. Ils la pourchassent. Après 1 heure à la chercher en vain, Oliver et Lucy abandonnent, ils décident de prendre la fuite. Elle doit être morte quelque part, Oliver est sûr de l'avoir touchée en pleine poitrine. Mais par miracle, encore une fois, Jordine arrive à trouver de l'aide. Sur Arvin Avenue, 25 minutes après le départ du couple meurtrier, une femme passe en voiture devant l'entrepôt de Colonial Pillars. Elle croit voir quelque chose sur la route. Bon, il fait déjà noir, il est autour de 19h. Elle se demande si c'est pas un animal qui est blessé. Elle se rapproche et elle découvre une femme qui rampe sur le sol, sa robe couverte de sang et il lui manque une botte. « Aidez-moi, on m'a tiré dessus », dira Jordine. Dans le quart d'heure qui suit, police et ambulance sont sur place. Tyler, 39 ans, papa de 2 enfants, est déclaré mort sur place. Jordine est prise en charge en urgence par les secours. On la conduit à l'hôpital où elle lutte pour rester en vie. Elle survit à l'attaque, mais tragiquement, le bébé dont elle est enceinte depuis 13 semaines ne survit pas. Après 3 jours de coma, elle se réveille et son témoignage sera crucial dans l'enquête qui commence avec un peu de retard. Jordine ne se rappelle pas de tout. Elle a des souvenirs un peu flous, comme des flashs. Par contre, ce qu'elle est en mesure de faire sans l'ombre d'un doute, c'est identifier les 2 coupables. Heureusement que Jordine a des souvenirs de cette journée tragique du 28 février parce que l'enquête commence mal. Avant l'attaque, Oliver échange sa carte SIM avec celle de son ami Pi Chin, ou Phi Chin, je sais pas comment on prononce. Cet ami sera la première personne accusée de l'homicide de Tyler et de la tentative d'homicide de Jordine par la police. Si son portable borne sur le lieu du crime aux heures correspondantes, on se dit que ça peut être que lui. Heureusement, Phi est vite innocentée et relâchée puisque dès son réveil, Jordine est interrogée et elle se souvient du soir de l'attaque. Elle accuse dès le début Oliver et Lucy. Le 4 mars, Jim Callender, le détective en charge de l'affaire, émet des mandats d'arrêt à l'encontre d'Oliver et de Lucy. Mais les 2 complices ont un temps d'avance. Après leur crime, ils prennent la fuite avec le Range Rover de Tyler et Jordine. Ils abandonnent le véhicule près de la gare de Mimico, à Etobicoke, à 20 minutes de Toronto. Oliver jette aussi l'arme du crime dans les parages. Elle ne sera jamais retrouvée d'ailleurs. Oliver et Lucy prennent ensuite un taxi pour rentrer à leur appartement sur l'avenue Erskine, à Toronto. On les voit dans cet extrait dans l'ascenseur de leur immeuble, Lucy qui sourit à Olivier comme si c'était une journée normale. Ils essaient de se reposer tranquillement à la maison, mais un article paraît dans la nuit, dans le Hamilton Spectator, un article qui parle de l'attaque. 1 mort et 1 survivante entre la vie et la mort. Voilà ce que dit l'article. Si Jordine s'en sort, elle va les accuser, c'est sûr, et ils décident de prendre la fuite. Les images d'une caméra de surveillance de leur immeuble les montrent sortant de chez eux aux premières heures du 1er mars. Oliver tient un sac poubelle et Lucy tient une enveloppe UPS dans ses mains. Ils se rendent avec la Mercedes de Lucy jusqu'à Muskoka, à 2h30 de route en direction du nord du pays. Ils s'arrêtent dans un magasin, Glen Orchard, près de Port Carling, une zone avec une station essence et aussi quelques boutiques. Quand la directrice du magasin, Charlene Smith, arrive au travail vers 6h30, le 1er mars, elle remarque la Mercedes sur le parking. Elle ouvre le magasin à 7h et environ 1 heure plus tard, le jeune couple entre pour utiliser les toilettes. Ils achètent des boissons et ils repartent en taxi. Charlène ne se soucie pas de la Mercedes abandonnée jusqu'à ce qu'un sac poubelle soit retrouvé dans le bac de recyclage. Ce sac contient 40 munitions de pistolet 9 mm, une perruque blonde et des vêtements tachés. La police est appelée et le sac leur est remis. Le couple court toujours. Ils se rendent ensuite à la gare Union Station où ils sont encore vus par des caméras de surveillance. Ils achètent des billets et montent à bord d'un train direction Montréal. À la gare de Montréal, ils prennent des billets pour une navette dans laquelle ils embarquent calmement. La navette les dépose à l'aéroport international de Montréal-Trudeau. À 16h40, ils sont enregistrés pour un vol en direction de Prague avec une correspondance en Allemagne. Une fois à Prague, le couple loge chez Martin Masek, l'associé d'Olivier en Europe. Martin n'est pas au courant ni du meurtre, ni de la tentative de meurtre sur Jordine. Il ignore que son associé et sa femme sont en cavale. Après quelques jours à Prague, Oliver et Lucy prennent un train pour la Slovaquie.
Ils y sont accueillis par le père d'Oliver qui les conduit dans la maison familiale. Ils pensent pouvoir s'y reposer et s'y cacher un moment, mais Lucy reçoit un appel de sa mère. Elle lui annonce que les forces de l'ordre canadiennes ont émis des mandats internationaux contre Olivier et elle. Lucy prévient son mari et ses beaux-parents. Ils doivent partir. La maison de la famille Carafa sera un des premiers endroits où on va venir les chercher. Le père Carafa les conduit donc chez un de ses amis. Lucy reçoit ensuite un appel de sa mère Winnie, et là, imagine la mère de Ron Weasley qui envoie une beuglante pour hurler sur son fils devant toute l'école. Winnie hurle sur sa fille, elle lui ordonne de rentrer illico presto au Canada, de se rendre aux autorités, d'expliquer qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait, qu'elle a fui sous le coup du choc et de la panique. Sa mère trouve même le moyen de la mettre en contact avec un avocat pour la convaincre de coopérer avec les autorités. Lucy tente d'en parler à son mari, il répond « c'est mort », il ne compte pas du tout se rendre, Lucy décide de rester avec lui. Et là, il va se passer une dinguerie. Un soir, 2 hommes débarquent dans la maison où sont logés Oliver et Lucy. Ils disent s'appeler Paul et Milo, et ils seraient d'Europol. Europol, en gros, c'est l'agence chargée de l'application de la loi dans l'Union européenne. Ils viennent dans des véhicules avec des plaques diplomatiques, et ils prétendent pouvoir aider à faire disparaître les mandats d'arrêt contre Oliver et Lucy. Et évidemment, un tel service n'est pas gratuit, et ça coûte même un bras. Le père Carafa va payer 250 000 $, et Winnie, de son côté, va payer 200 000. Pardon, j'ai dit dollars, mais je crois que c'est euros. Donc 250 000 et 200 000 pour la mère de Lucy. Le plan est lancé, Oliver et Lucy sont transférés chez le fameux Paul, leurs portables leur sont confisqués et de faux passeports leur sont délivrés. Lucy devient Yin Feng Nishta, né à Cebu aux Philippines, Oliver devient Jakub Nishta, né à Bratislava. Ils sont ensuite conduits dans des véhicules militaires vers la frontière hongroise. Ils y passent le mois d'avril et le mois de mai dans la Maison Rose, comme elle sera surnommée par Lucy, une maison sécurisée, surveillée par une famille syrienne dans la ville de Győr. Le 15 mai, on leur annonce que les mandats internationaux ont été levés. Ils récupèrent leur téléphone et ils se rendent à Budapest où ils vont louer un Airbnb. Ils reprennent une vie normale de personnes libres, mais à tort. Les mandats n'ont jamais été annulés. Ils se sont fait arnaquer. Ils sont toujours recherchés par la police d'Hamilton et même par Interpol. Lucy veut plus que jamais rentrer chez elle. Elle cherche donc à obtenir un nouveau passeport canadien. Le couple va passer leur temps à se promener en ville, visiter les rues, les monuments, les églises, etc. D'ailleurs, c'est devant une église qu'ils vont être arrêtés le 12 juin. Lucy renonce à l'extradition et accepte de rentrer au Canada jusqu'où elle est escortée par la police. Et écoute la blague. Pendant son transfert en classe économique, évidemment, elle explique qu'elle n'est pas habituée à être contrainte à rester dans des espaces restreints. Quand même, ils auraient pu accepter la proposition de Winnie, sa mère, de ramener tout ce beau monde au Canada en jet privé. Ce qui est la classe éco. Lucy atterrit à Toronto 1 mois après son arrestation, et le 13 juillet, elle est inculpée et interrogée par le détective Troy Ashbaugh. Like, I don't want to cooperate, and if it was up to me, I would just tell you guys everything, but my lawyer and my mom strongly instructed me not to say anything. Lucy se montre polie, mais elle refuse de répondre aux questions. Elle répète à plusieurs reprises qu'il y a plus à dire sur l'histoire, mais que son avocat et sa mère lui ont dit de ne pas parler. Elle maintient le fait qu'elle était loin quand les coups de feu ont été tirés, à au moins une distance équivalent un terrain de foot, selon elle. Elle a dû beaucoup regarder Olivier Tom. Oliver, lui, refuse d'être extradé. Il préfère être incarcéré en Slovaquie. En même temps, il est bien là-bas. Il a des avantages non négligeables, notamment un téléphone portable de contrebande. Ces avocats font valoir que la police et le système carcéral canadien sont corrompus et qu'Oliver serait en danger s'il retournait au Canada. La cour d'appel confirme malgré ça l'extradition d'Oliver. Il est escorté par la police d'Hamilton à son tour le 30 mars, j'imagine en classe éco lui aussi. Pendant ce temps-là, Lucy est libérée sous caution. Accusée d'un homicide volontaire et d'une tentative de meurtre, mais la meuf est relâchée sous caution. Alors comment est-ce possible, me demanderas-tu? Tel le fils d'Éric Zemmour qui conduit bourré dans le 6e arrondissement de Paris, percute un scooter et blesse grièvement 2 personnes sans être inquiétée par la justice, ou en tout cas moi, j'ai pas vu de suite. Lucy est la fille d'une femme d'affaires très influente au Canada. Elle est donc libérée et sa caution est fixée à 2,7 millions de $. Mais comme Lucy est une génie, en mai 2022, 4 mois après sa libération, elle est de nouveau arrêtée pour avoir violé les conditions
de sa conditionnelle. Elle est allée faire la fête et elle est entrée en contact avec une personne avec laquelle il lui était interdit de communiquer, mais on ne sait pas qui. Le procès commence en 2023, plus de 3 ans après l'attaque meurtrière. Oliver Carafa est accusé de meurtre au premier degré et Lucy Lee de complicité de meurtre. Le procureur adjoint de la couronne Steve Kim ouvre le procès le 9 avril. Peu de temps après son arrivée sur cette propriété, dit le procureur, Tyler Pratt a été assassiné. Il a été abattu de 6 balles. Jordyn Romano était également censée mourir ce jour-là. Fin de citation. Chaque jour du procès, Lucy et Oliver sont assis l'un en face de l'autre, chacun à une table avec son équipe de défense. Ils se sourient parfois, et à un moment, Liam O'Connor, l'avocat de Lucy, crie à Oliver d'arrêter de faire des signes à sa cliente avant l'entrée du jury. Oliver tourne le dos à la salle d'audience à ce moment-là, donc on n'a pas pu voir les gestes en question. Pendant le procès, les 20 témoins qui prennent parole racontent une histoire complexe d'amitié, d'argent et de trahison. Ce qui est crucial pour l'accusation, c'est de parvenir à démontrer la préméditation. Et pour ça, des preuves, il y en a. Le jour du drame, Oliver descend de chez lui par les escaliers où il n'y a pas de caméra. Lucy prend l'ascenseur, mais elle porte une perruque et elle dissimule son visage. L'échange de cartes SIM avec le portable de Fitchin est mentionné aussi. Il y a toute cette magouille de voiture, l'achat d'une Audi, justement toute neuve au moment du drame, la Mercedes de Lucy, dans laquelle il se déplace d'habitude, comme pour faire croire qu'il ne quitte pas leur appartement ce jour-là. On a aussi des échanges entre Oliver et une de ses connaissances de Montréal, et dans ces messages, Oliver organise la vente d'une Audi et d'un Range Rover. Il ne possède pas de Range Rover, enfin pas encore. Il est bien sûr question du véhicule de Jordyn et Tyler, c'est la voiture dans laquelle ils arrivent à l'entrepôt le jour de l'attaque mortelle. Avec ces messages, on comprend que l'idée a toujours été de voler la voiture de leurs amis après le meurtre. On sait qu'Oliver a sur lui, au moment de sa fuite, un sac rempli d'argent en espèces, environ 16 ou 17 000 $ canadiens. Et on le sait parce qu'ils ont dû le justifier au moment d'embarquer dans l'avion. Lucy montre alors son relevé de banque, il y a trace du retrait qu'elle fait la veille pour acheter l'Audi blanche dans laquelle Oliver et elle se déplacent le jour du drame. Mais l'accusation va défendre qu'il s'agit en fait de l'argent de Tyler. Il est censé transporter avec lui un sac plein d'argent, sac qui n'est jamais retrouvé. On a aussi un message d'Oliver à Lucy 2 jours avant la fusillade. J'espère que ces débiles auront de la thune sur eux. Donc on veut aussi leur voler leur argent, j'imagine, ou est-ce que c'est peut-être pour faire croire à un cambriolage qui tourne mal ? Va savoir. Autre preuve, on a le sac poubelle, bien sûr, retrouvé dans le magasin Glen Orchard. Dedans, une perruque blonde. On sait que Lucy en a une offerte par un sponsor via son compte Instagram. Dans le sac, un pantalon de Lucy taché de sang se trouve aussi, un chargeur de téléphone taché de sang lui aussi, et la clé de la voiture Audi. Dans la Mercedes de Lucy, abandonnée sur le parking du magasin Glen Orchard, on retrouve une enveloppe UPS, la même qu'on aperçoit entre ses mains sur les images de la caméra surveillance de l'ascenseur quand le couple part en cavale. Et dans cette enveloppe, il y a un dossier de fraude. Lucy a apparemment monté un faux dossier d'assurance vie qui était censé faire gagner 1,5 million $ à Tyler et Jordyn. Et l'idée, c'était de leur faire croire que ce dossier allait leur permettre de déplacer des fonds des entreprises en Europe dans lesquelles ils ont investi pour récupérer sur leur investissement. Mais tout ça est faux, bien sûr. On a aussi des images de vidéosurveillance qui montrent le couple en train de fuir la scène du crime. Ils passent et repassent à bord du Range Rover alors qu'ils sont en train de chasser Jordyn. On a aussi des preuves circonstancielles. Le fait qu'Oliver doit beaucoup d'argent à Tyler, il sait qu'il ne va pas lui rendre cet argent, il ne l'a pas, il est dépensé depuis longtemps. De crainte que Tyler ne se retourne contre lui pour récupérer son dû ou qu'il lui fasse payer ce vol d'une façon moins légal, il le tue. Tyler, cocaïne, on s'en souvient. Et l'accusation est claire. Oliver est le cerveau du meurtre et de la tentative de meurtre. C'est un homme calculateur, prêt à tout pour éliminer son rival. Il est l'instigateur du crime. Lucy est sa complice, aveuglée par sa loyauté et son amour pour Oliver. On avance bien sûr aussi la préméditation. De son côté, la défense va surtout tenter d'enfoncer Tyler, la victime. C'est un criminel, il aurait pu avoir des problèmes avec ses associés criminels, avec lesquels il vend de la drogue. Pourquoi Oliver Carafa? Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Oliver décide de ne pas témoigner et de ne pas appeler de témoins non plus, témoins qui pourraient plaider en sa faveur.
Lors des plaidoiries finales, son avocat Peter Zaduk déclare qu'Olivier a admis avoir tiré sur Tyler et Jordyn, mais il soutient que ça n'a jamais été prévu, ça s'est produit sur un coup de tête pendant une confrontation qui a mal tourné, c'est une réaction de panique. La défense demande que son client soit reconnu coupable de meurtre au second degré et non coupable de meurtre au premier degré, ou tentative de meurtre. Contrairement à Oliver, Lucy passe une semaine à témoigner pour se défendre. Et sa ligne de défense est la suivante. Lucy est victime de l'influence manipulatrice de son petit ami, l'influeuse influencée. Elle n'a pas pleinement conscience des intentions d'Oliver ce jour-là, elle n'imagine pas l'issue de la rencontre. À la barre, Lucy témoigne qu'elle se trouve de l'autre côté de l'entrepôt de Stony Creek quand la fusillade éclate. Quand elle revient, Oliver lui dit qu'il a agi pour se défendre, Tyler l'a attaqué, il a agi en légitime défense. Et si tout ça a été orchestré, prémédité, elle dit qu'elle aurait été sûrement la personne la plus stupide du monde pour se laisser embarquer dans une telle affaire. Elle dit qu'elle suit Oliver dans sa fuite vers l'Europe parce qu'il l'a convaincue que leurs vies sont en danger à cause de Tyler. En même temps, c'est assez crédible vu qu'il est dans la coke. Liam O'Connor, un des avocats de Lucy, va longuement interroger les témoins. Il accuse ouvertement Jordyn, l'une des victimes de cette affaire, d'avoir une boussole morale un peu décalée, parce que quand même, elle vit avec Tyler, une vie dans le luxe, pas très halal, un luxe financé par l'argent de la drogue, et Lucy, de son côté, elle ne sait rien, dit son avocat. Elle se retrouve là-dedans un peu par hasard, par loyauté, par amour, mais ce n'est pas une meurtrière. Elle conduit Oliver ce jour-là seulement parce qu'il n'a pas le droit de conduire, il n'a plus de permis, on se rappelle. Pour la perruque blonde dans laquelle elle quitte l'appartement incognito le jour de l'attaque, elle dit que c'est Oliver qui lui a demandé de la porter. Et le témoignage le plus important dans ce procès sera bien sûr celui de Jordyn. Survivante de l'attaque, elle vient témoigner malgré ses blessures et surtout malgré la perte de son bébé. Elle décrit en détail les événements de cette nuit-là, expliquant comment la rencontre qui devait initialement être une simple discussion d'affaires s'est transformée en un cauchemar. Elle identifie Oliver comme le tireur et elle affirme que Lucy est présente pendant la fusillade et qu'elle ne fait rien pour empêcher l'attaque. Mon désir de dire la vérité est fort, déclare Jordyn, mes cicatrices me rappellent quotidiennement que j'ai survécu à ce qui était censé me détruire. Elle pleure la perte de sa famille, son amoureux et leur bébé à naître en quelques minutes. Elle dit que sa convalescence physique et mentale est encore en cours. Elle souffre d'anxiété et de troubles de stress post-traumatique, de douleurs et de lésions nerveuses. Après 7 semaines de témoignages et de plaidoiries, le jury délibère plusieurs jours avant de rendre son verdict. Oliver Carafa est reconnu coupable de meurtre au premier degré. Il écope d'une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, la peine minimale au Canada pour un meurtre au premier degré. Le jury estime que l'acte était prémédité. Lucy Lee est condamnée pour complicité de meurtre. Bien que la défense ait tenté de la faire passer pour une victime, le jury considère qu'elle a joué un rôle actif et volontaire dans la commission de ces crimes. Elle est condamnée à 18 ans de prison. Quand le verdict est prononcé, Jordyn s'effondre en pleurs dans les bras de sa mère. Le juge Harrison Harrell de la Cour supérieure décrit l'attaque comme l'un des crimes violents les plus odieux. Selon le juge, la fusillade est une exécution pure et simple, calculée et planifiée par 2 personnes motivées par la cupidité. À la sortie du tribunal, le père de Tyler déclare « Le temps ne guérit pas les blessures, il nous manque encore plus ». Dans les médias, Oliver et Lucy sont surnommés les Bonnie and Clyde Millennials. Que c'est romantique. Tyler et Jordyn adoraient Olivier et Lucy, ils leur faisaient de beaux cadeaux, ils étaient prêts à s'associer à leurs affaires, ils prévoyaient de partir en vacances ensemble l'été suivant, et Jordyn les avait même invités en avance à la baby shower qu'elle commençait à organiser pour son bébé à naître. Et en réalité, on a 3 victimes dans cette affaire. Amber Pratt, la mère des enfants de Tyler, donc je l'avais pas précisé, mais les 2 enfants que Tyler a, c'est d'un précédent mariage, à donc une femme qui s'appelle Amber. Donc Amber, elle déclare « Ces enfants posent sans cesse des questions sur leur père et il leur manque terriblement. Il a été un père formidable pour son fils et sa fille qui avaient 11 ans et 6 ans quand il a été abattu. » Jordyn, après l'annonce du verdict, elle retourne à la barre, elle regarde Oliver et Lucy droit dans les yeux et elle leur dit « Je suis désolée pour vous. Je suis désolée que vous ayez gâché votre vie pour la somme misérable de 470 000 $. Quand je quitterai cette salle d'audience, je veux que vous sachiez que je vous pardonne. » Évidemment, les 2 vont faire appel, Oliver et Lucy, ils font appel de leur condamnation, et c'est assez courant dans de tels cas avec de si grosses condamnations. La cour d'appel ne se prononcera probablement pas avant quelques années, et je te tiens évidemment
au courant quand j'aurai des nouvelles. C'est tout pour moi, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette affaire. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci aux personnes qui like, qui commentent. Alors surtout en ce moment, il faut un peu faire remonter les stats. Donc merci infiniment aux personnes qui sont restées jusqu'à la fin, qui vont liker, commenter, mettre un commentaire. Je me suis répétée. Je suis fatiguée. Merci, c'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.